to the next presentation about open source ecosystem, French open source ecosystem, and sovereignty in the European Union. J'ai bien qu'on essaye ça, mais ce matin, ça n'a pas été réussi. Ouais, si, mais le switch se fait pas tout seul. En tout cas, voilà, soyons fous. Il n'a pas l'air de... Mais je me demande si c'est pas mon adaptateur. Sinon, on va basculer sur la clé là. C'est plus simple. Par contre, si vous pouvez juste me lancer le PDF, parce que je pense qu'on peut après passer quand on vient du Mac ce matin. Bonjour à tous. Français, c'est bon? Ouais. On n'est pas nombreux. Je vais commencer déjà par me présenter, et puis après je vais faire l'exercice que j'ai fait ce matin qui avait marché. On va commencer par les questions. Donc, ça permettra aussi peut-être d'orienter, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je m'appelle Denis Lafont, je suis dans l'open source depuis un petit moment. Pardon, comme ça. Si j'ai une voix qui porte, bonjour. Alors je travaille essentiellement pour une société qui s'appelle freelance.com. Notre boulot, en gros, c'est de cartographier les écosystèmes et de voir comment ça peut aider les grandes entreprises. Et ça fait déjà quelques années que j'ai une voix qui est parfois un peu dissonante sur la souveraineté numérique. Donc je crois que c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui, avant les présentations de cet après-midi qui étaient très bien, et puis celles qui vont suivre. Pourquoi vous êtes là, déjà, la question? La souveraineté numérique, l'Europe, l'écosystème français, est-ce qu'il y a des questions ou des points que vous voulez qu'on aborde sur en quoi la France est spécifique en Europe, en quoi la souveraineté de l'État français est différente de la souveraineté peut-être européenne, et puis voilà. Est-ce que vous avez des points particuliers dont vous voulez qu'on discute, sachant que j'ai une presse qui fait 15 minutes, donc je sais dérouler après si besoin. Non ? Allez, vous n'aimez pas mes questions. Vous n'aimez pas mes questions d'abord. Pourtant, j'aime bien. Ça me réveille. Souveraineté numérique, j'ai pas complètement entendu de définition tout à l'heure. Donc du coup, ça me perturbe toujours un petit peu qu'on parle de quelque chose qu'on ne définisse pas. Donc je vous engage à alors c'est une définition parmi d'autres, qui vient d'un rapport parlementaire qui a été évoqué ce matin, je crois, qui est un rapport, le président c'est la tombe qui était là hier, et puis Jean-Michel Miss. Je vous engage, ça fait 236 pages, donc ça ne se lit pas tout de suite facilement le soir. Il y a énormément de bonnes infos. Si vous voulez voir du bon travail parlementaire, je pense que ça vaut le coup de regarder, et ça permet de briller un peu dans les salons, ce que je vais essayer de faire maintenant. La définition de la souveraineté, en tout cas celle qui me va bien, c'est celle-ci, c'est de se dire, déjà une souveraineté numérique, c'est au niveau d'un État ou d'un groupe d'États, l'Europe, les États-Unis, la Chine. On l'entend parfois, souveraineté numérique pour une entreprise ou pour un citoyen, pour moi, c'est pas la bonne chose. Souveraineté numérique, c'est lié à un territoire. Alors ça peut être un territoire digital, un territoire qui n'a pas forcément de frontières physiques. Enfin, c'est quand même lié à un État, donc forcément à des frontières physiques. 3 caractéristiques. La première, la liberté de choix. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais ça va. Alors c'est pour faut avoir des bons yeux là. C'est le fait que la puissance publique puisse choisir. Vous verrez tout à l'heure que c'est probablement là où on pêche le plus. C'est-à-dire que finalement pouvoir se dire, je choisis mes dépendances. Parce qu'il y a un discours qui est complètement faux. On l'a vécu avec les masques, on l'a vécu avec la crise sanitaire. C'est le débat qui se dit on va tout internaliser. Alors je vous défie, on met 5 milliards sur le plan IA, ça fait rigoler n'importe qui à la R&D chez Google. Donc on n'y arrivera pas. On ne peut pas mener toutes les batailles. Donc on aura des dépendances. Donc la question c'est quelle dépendance ? Et puis comment on les gère, ces dépendances ? L'exemple des masques, est-ce qu'il faut mettre tous les masques en France? Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, il y en a plein qui fabriquent des masques maintenant, puis ils n'arrivent plus à les vendre, ils sont trop chers, puis il n'y a plus de demande. Et c'est les Chinois qui continuent de vendre. Par contre, le multi-sourcing sur les masques est une solution. Si vous sourcez un petit peu partout dans le monde, vous avez peut-être des chances de récupérer des masques si vous en avez besoin. Vous avez une autre solution qui consiste à dire je robotise tout et en France je fais des masques. Il y a plein de solutions, mais vous choisissez vos dépendances. Est-ce que vous dépendez des robots qui vont fabriquer les masques, ou est-ce que vous dépendez des 50 ou des 100 fournisseurs répartis dans 20 pays qui vont vous fournir les masques? Dans le numérique, c'est exactement la même chose. On a parlé des hyperscalers, je pense que le pitch d'avant était vraiment très bon.
Voilà, on peut râler, cloud de confiance, l'État n'a rien compris, on prend Google, on prend machin. Pour ceux qui connaissent un peu Google et Amazon et Microsoft, quand vous voyez le niveau technique et quand vous voyez ce que ça vous permet d'économiser, c'est quand même compliqué après d'aller chez OVH. Donc on est obligé de choisir ses dépendances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, je dis juste qu'il faut se poser la question, c'est pour avoir cette liberté de choix, bah, il faut de toute façon, en tout cas c'est une conviction très personnelle, il faut choisir ses dépendances. Ensuite, il y a la maîtrise technologique. Bon, ça, c'est à peu près évident. C'est en gros, derrière ça, il y a une notion qui n'est pas très simple, mais je pense que dans le secteur public, on le connaît bien maintenant, puisque le ministère des Finances a sorti un appel d'offres là-dessus il y a 10 ans déjà dans l'open source, qui a un peu marqué les esprits. C'est de dire, je choisis une technologie, et puis je peux l'internaliser, je peux l'externaliser, je peux travailler avec une petite boîte, je peux travailler avec une grosse boîte, je peux travailler avec un indépendant, je peux travailler avec un Américain, je peux travailler avec un Chinois, enfin Chinois peut-être pas, avec un Français et un Allemand. Voilà. C'est ça la liberté technologique. C'est le fait de dire je choisis une techno, mais après derrière je ne suis pas lié à un fournisseur ou un écosystème qui fait qu'en fait je reviens à mon problème de choix. Ça c'est finalement l'open source règle pas mal de sujets autour de ça. Puis l'autre point derrière la souveraineté numérique, c'est la réversibilité. Puisque j'ai choisi mes dépendances, puisque peut-être les gouvernants ont changé, peut-être que l'écosystème a changé, peut-être que plein de choses ont changé, j'ai besoin de revenir en arrière, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de sortir mon prestataire, j'ai besoin de sortir ma techno, j'ai besoin de revoir la façon dont j'ai pensé les choses. Exemple typique autour de la décentralisation de la donnée aujourd'hui, qui est un gros sujet, ce qu'on appelle le Web 3. Quel choix je fais aujourd'hui? C'est complètement impossible de choisir quelle est la bonne technologie de blockchain. Il y en a plein. Si vous prenez le projet européen en sous-jacent, vous avez l'IBM, et je pense que je vous fiche mon billet que dans un an, vous aurez une autre techno. Donc du coup, c'est la réversibilité qui compte. Moi, j'ai un très très bon exemple d'une société qui s'appelait Voyage SNCF et qui s'appelle oui.sncf maintenant. Je pense que vous les utilisez tous. Il dépendait d'une technologie d'une petite société qui s'appelait Oracle. Et puis un jour, il y a eu un bug sur le serveur d'application. Et ben, personne ne savait résoudre le bug. Voilà. Et le problème, c'est que ça tournait plus. Donc il y avait des millions d'euros qui passaient pas. Ça a coûté le poste au DSI. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réversibilité. C'est-à-dire vous maîtrisez plus votre truc, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et vous savez plus revenir en arrière. Et enlever cette techno-là a pris 2 ans. Et encore, je pense que l'équipe était très bonne et que ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Donc la réversibilité, c'est le fait qu'à un moment, l'État ou la puissance publique garde la main sur les choix, qu'ils puissent revenir en arrière et refaire les choses à peu près à iso-fonctionnalité avec le même niveau de service. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, c'est là où je peux être un peu plus caustique, je l'étais déjà un petit peu, mais je vais forcer le trait. Vous avez 3 leviers. On peut détailler parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais en 15 minutes, c'est compliqué. Vous avez le levier politique, vous avez le levier économique et le levier juridique. Le levier politique, qu'est-ce qui peut faire que nous, Français, aujourd'hui, on renforce la souveraineté numérique? C'est ça la question qui m'est posée et qui m'occupe depuis quelques années. Alors le problème, c'est comme je suis en PDF, vous avez déjà tout. Vous remarquerez, moi j'ai un truc qui revient tout le temps, c'est la commande publique. On peut dire ce qu'on veut, tant que l'Europe et la France n'imposeront pas, alors dans la limite de ce qu'on sait faire, hein, toujours, mais tant qu'on ne sera pas convaincu qu'il faut que la commande publique oriente, flèche les investissements vers l'open source, on ne peut pas y arriver. Voilà. Les États-Unis l'ont fait, ils le font depuis des années, ça a commencé dans les années 70, donc on ne va pas arriver en 5 ans à rattraper tout le retard. Néanmoins, si on ne commence pas, si on n'est pas extrêmement volontariste, ben on n'aura juste aucune chance, parce qu'un hyperscaler, c'est 4, 5, 6 milliards. Et puis on peut tous les sortir comme ça. Enfin, je veux dire, vous pouvez prendre vraiment toute la chaîne. Ce sont des milliards et des milliards à un moment qui doivent venir. Et la commande publique, elle est quand même extrêmement puissante quand elle est bien orientée. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a eu des initiatives en France avec en particulier le marché support logiciel libre, d'abord initié par le ministère des Finances, puis après en interministériel. C'est l'État français qui dit je mets 10 millions. Enfin, j'ai plus le premier contrat était de 12 millions, je crois, de mémoire. Et puis on va supporter des logiciels libres et puis on va les utiliser. On aura des intégrateurs derrière qui vont nous aider quand ça va pas. Donc la commande publique, elle sait faire en fait. Après, il y a des règles européennes, après il y a une volonté derrière qui fait que, mais vous la retrouvez partout. La commande publique, c'est un levier politique, c'est un choix que vous faites. Hein. Vous dites, voilà, c'est l'open source, autre chose, hein, mais l'open source, il permet de assez rapidement couvrir les points précédents. C'est un levier économique parce qu'il va vous générer énormément d'acteurs locaux, même si éventuellement, comme ça a été très bien dit précédemment, vous aurez peut-être des contributeurs qui seront taïwanais, africains ou américains. Et puis, la commande publique, c'est un levier juridique. Hein. C'est quand vous mettez dans un appel d'offres public le fait que vous avez privilégié telle ou telle solution, en général, ça s'aligne derrière. Hein. Vous avez plein d'exemples comme ça. Si on détaille un peu, il y a quand même quelques trucs qui sont en train de se passer sur lesquels je veux appuyer et je finirai là-dessus après. Présidence française qui démarre début janvier. C'est pas neutre. Hein. On peut vraiment mettre le paquet. Il y a une situation, il y a une conjonction qui fait qu'à un moment, si on dit... Alors, ça sera sûrement pas l'open source. Je crois qu'il va y avoir quelques annonces qui vont arriver.
Il y a plein d'autres sujets que celui-là, mais quand même, on est aujourd'hui dans une situation où on a une légitimité, on a une histoire, surtout sur l'open source. Contrairement à ce qu'on pense, la France n'est pas tellement en retard par rapport aux autres pays européens. Et on arrive à un moment où, voilà, où ça écoute en face. Donc il y a sûrement un levier à jouer avec cette présidence qui va durer 6 mois. On a un écosystème qui est en transformation. C'est ce que je vais creuser après pour conclure, parce que je pense que c'est là où on peut jouer, c'est là où on peut changer un peu la donne. Et puis on a des leviers juridiques. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, je vous engage à regarder ce qu'est en train de faire la bande Van der Leyen, Versteger et Breton sur un truc qui s'appelle Digital Service Act. Prenez vraiment une demi-heure pour regarder si vous ne connaissez pas le sujet. C'est monstrueux. La RGPD à côté, c'était une brindille. Ils sont... Alors peut-être ça ne passera pas. Peut-être que ça n'aura pas les effets. Peut-être qu'on va rigoler comme on a rigolé au début de la RGPD. Bon, on ne rigole plus maintenant. Les Américains non plus. C'est juste dire aux Américains, aux plateformes qui ont plus de, alors je ne sais plus si c'est 25 ou 45 millions d'utilisateurs, leur dire il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez une obligation de résultat sur la modération. Sinon, c'est 6% de votre chiffre d'affaires annuel que vous nous devez. Bon, ça se finira pas à 6%, il y aura des tas d'avocats qui seront payés, etc. N'empêche que comme la RGPD, l'Europe va fixer une barre, et c'est ce qui a été très bien dit précédemment, l'Europe a un modèle qui n'est pas le même que les autres. On peut imposer, comme on l'a fait sur la RGPD, on peut imposer des choses qui font que ça va modifier aussi les Américains. Et donc, si on est capable de le faire sur les plateformes, au sens Facebook, Twitter, etc., bah on peut aussi peut-être le faire sur ce qui est vraiment lié pour moi à la souveraineté numérique, c'est la maîtrise de la technologie. Il n'y a rien dans les cartons aujourd'hui, mais c'est un bon exemple que le levier juridique, à l'échelle européenne, peut nous permettre de faire basculer. Alors là encore, hein, c'est un peu une promesse, mais quand on creuse, ça ressemble vraiment beaucoup à l'RGPD, vraiment. Et ça a été dit par notre interlocutrice précédente américaine. Si vous regardez les leviers économiques, c'est-à-dire comment nous, Français, on peut reprendre de la souveraineté numérique à l'échelle européenne, bon, à l'échelle française évidemment, mais aussi à l'échelle européenne, à partir de ce qu'on est. Donc je ne vais pas vous faire un grand truc, parce que déjà, j'ai pas le temps, et puis il y a des tas de documents là-dessus qui sont très bien faits, dont ce rapport parlementaire. Moi, je veux juste mettre le focus sur ce qui est français et ce sur quoi on peut jouer. Si vous prenez l'écosystème, les projets open source, il y en a plein en France. Hein. Enfin, en France. Quand je dis en France, ça veut dire des sociétés dont le siège social est en France et dont le capital est forcément en France. Après, les développeurs, ils peuvent être un peu partout. Il y a quelques exemples. Vous avez les grandes entreprises. C'est un truc, là encore, je l'ai dit ce matin, mais qui me surprend toujours. On en est toujours en train de dire que la France est nulle. Vous regardez le classement des 1000 premières entreprises dans le monde. Vous avez les Américains, les Chinois, les Anglais, et ensuite c'est nous. Et ensuite les Allemands. Pas très loin. Donc on a beaucoup de grands groupes. Et un grand groupe, c'est quoi? C'est un groupe qui consomme beaucoup de technologies. On le voit d'ailleurs, ils achètent du Google, ils achètent du Microsoft, ils achètent de la AWS. Donc il faut quand même le garder en tête. On a des intégrateurs, là encore, c'est une spécificité française. Des intégrateurs comme Smile, vous n'en trouverez pas beaucoup en Europe. Encore moins aux États-Unis. Des intégrateurs leaders mondiaux comme Capgemini et Atos, vous n'en trouverez pas dans les autres pays européens. Vous prenez le classement des 10 premiers intégrateurs dans le monde, vous allez trouver Capgemini. Vous prenez le classement des 20 premiers intégrateurs dans le monde, vous allez trouver Atos. En plus de Capgemini. C'est pas normal, on est 60 millions. Alors c'est vrai qu'on est la 5e ou 6e puissance mondiale, mais on a des intégrateurs qui travaillent avec des clients mondiaux et qui sont eux aussi extrêmement consommateurs de technologie. Alors pas toujours d'open source, on pourra en discuter, ça sera mon point final, mais c'est une spécificité française. On a un capital risque qui s'est développé comme jamais en France. Alors moi qui ai le privilège d'être un petit peu âgé dans ce domaine-là, j'ai connu la vague des années 2000 où vous étiez obligé d'aller en bourse pour lever des sous pour essayer de faire quelque chose qui a un peu de dimension, parce que les VC n'existaient pas en France. Ou en tout cas, c'était une bande de copains. Donc, bande de copains ne finance pas des projets mondiaux. On a énormément... Petite blague, vous connaissez le premier capital risqueur français? Pour ceux qui ont de bons yeux, c'est Pôle emploi, hein, puisqu'à travers les dispositifs d'aide à la création d'entreprises, en fait, la plupart des entreprises qui se lancent aujourd'hui sur les 2 premières années, les fondateurs sont financés par Pôle emploi, il faut se le rappeler. On a la BPI, hein, bon, là, il n'y a pas le logo, il devrait y avoir. Donc on a un écosystème de financement qui est extrêmement fort, qui n'existait pas historiquement, et qui fait qu'on a des boîtes qui commencent à viser, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Strapi, Talent était déjà historique, ou Trafic qui vient de Lyon. Il y a énormément de boîtes aujourd'hui qui ont énormément d'argent et qui sont en situation de prendre une position à l'échelle mondiale plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se font pas racheter, ça ne veut pas dire que la techno est française, ça ne veut pas dire que ça va contribuer significativement à la souveraineté française ou européenne. Néanmoins, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc peut-être qu'un hyperscaler venant d'Europe, peut-être ça va arriver un jour. État et collectivité, on en a parlé, on a quand même une organisation, maintenant on s'est passé de la commande publique, hein, CF mon point précédent, en particulier avec l'UGAP, qui est une organisation qui sait bien gérer ça, et avec un État qui est, autant en termes de vision, on peut critiquer, parce que
On n'a jamais vu une vision technologique qui était bluffante et qui faisait qu'on se disait oui, dans 10 ans ou dans 15 ans, on va retrouver une souveraineté numérique. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Au niveau plus opérationnel, au niveau des ministères ou des collectivités, on a quand même eu une commande publique qui a commencé à s'organiser un peu pour privilégier l'open source. Donc on sent que ça frétille. Et puis des associations et des lobbies qui visent à favoriser le développement de l'open source en France. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire marcher? Je finirai après dessus, mais quand même. La relation entre les intégrateurs et les associations du libre, voire même avec les projets, ne marche pas du tout. Aujourd'hui, la mouvance open source ne sait pas utiliser le fait qu'on a des leaders mondiaux comme Capgemini, comme Atos. Je suis un ancien de Capgemini, donc c'est pour ça que je me permets de mettre le... Voilà. Capgemini, c'est des projets partout dans le monde, c'est 250 000 personnes, ça choisit à longueur de journée des technos pour les clients. Ça le fait par rapport aux clients, ça le fait par rapport au contexte, ça fait par rapport à la connaissance qu'ils ont du sujet. On n'est jamais arrivé à construire des bonnes relations. Je ne parle pas au nom de Capgemini, hein, je regarde l'histoire. Que ce soit les associations qui se plaignent de ne pas comprendre et de ne pas arriver à fonctionner avec les intégrateurs, ou pas assez bien en tout cas, et les intégrateurs qui se disent mais finalement on n'a pas en face de nous des interlocuteurs qui nous permettent de tenir le niveau d'engagement que nos clients nous demandent. Donc il y a un point, alors c'est un sujet hein, qui est pas nouveau et qui est travaillé, il y a beaucoup de bonne volonté, donc. Mais c'est quelque chose de fort. Le jour où vous décidez de pousser non pas de l'Office 365 ou du Google, mais une techno collaborative qui vient d'Europe et qui a une intégration européenne, bah ça change un peu la face du monde, quoi. Donc il faut évidemment avoir le DSI de votre côté, hein, côté client. Il faut aussi avoir l'intégrateur. Le jour où vous arrivez à faire ça, là je parle de la France, hein, c'est bien l'objet de mon talk, là la France a vraiment une capacité de frappe que très très peu de pays ont, même aux États-Unis. Hein, c'est beaucoup plus fragmenté aux États-Unis. Des intégrateurs comme on en a chez nous sont beaucoup moins influents là-bas. C'est plus un marché de freelance. Enfin, je vous passe tout le truc, mais on a un point fort. Il y a une autre relation qui ne marche pas. Alors ça va un peu mieux, mais c'est la relation de la communauté open source avec l'argent. Ça, c'est un truc en France, c'est terrible. On est très très attaché aux valeurs du libre en France, ce qui est beaucoup moins vrai ailleurs. Et les valeurs du libre, ça veut dire je développe. Et puis Microsoft est le méchant, et puis je veux pas trop d'argent. Sauf que le jour où vous voulez attaquer Microsoft, il vaut mieux avoir de l'argent. Donc il y a un truc qui marche pas là. Ça va un peu mieux, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On commence à avoir des projets bien financés, mais ça coince. Clairement, ça coince. On le voit, on l'a vu dans la partie plus collaborative, où finalement, même les ministères qui voulaient mettre du LibreOffice partout, bah, à un moment, il y a de la résistance et ça marche plus, quoi. Donc ça marche pas très bien. Et puis je vous l'ai dit, bon, État, collectivité, le problème de la commande publique, c'est que pour l'instant, elle n'est pas assez alignée. Donc si on regarde la souveraineté numérique avec notre petit œil de français, en se disant souveraineté numérique de l'État français et de l'Europe, réversibilité, l'open source, oui. Enfin, à partir du moment où vous avez déployé l'open source, je pense qu'on n'a pas besoin de détailler. On a cette capacité à revenir en arrière relativement facilement. Enfin, facilement, en tout cas, on peut le faire. Oui, voilà, c'est pour ça que je modulais un peu, parce que ça reste de l'informatique, ça reste... voilà, il y a plein... Mais au moins, on peut se poser la question, on peut se mettre autour d'une table, on peut se dire, tiens, qui va le faire, comment, quel éditeur, est-ce que tu mets, est-ce qu'on Internet... On a des options. Voilà, le jour où vous êtes coincé avec Microsoft sur l'hyperscaler qui vous explique que, bon, je sais pas, il a fermé... Ou... Alors, malheureusement, effectivement, j'ai pas détaillé. J'avais un autre talk ce matin où effectivement, il y a les produits qui sont community-centriques et ceux qui sont product-centriques. Et quand vous êtes sur une community-centrique, c'est-à-dire un produit qui est supporté par une communauté, vous avez effectivement plein d'options qui sont pas toujours bonnes, qui peuvent être coûteuses, qui peuvent être bancales, etc. Mais au moins, vous avez un choix. Si vous êtes sur une boîte qui est product-centrique et qui n'a pas construit la communauté, il y en a quelques-unes, hein, j'en ai vu. Voilà. Là, on n'est pas bien. Bon, je pouvais pas, en 20 minutes, je pouvais pas tout, mais c'est un très bon point. Maîtrise technologique, c'est pareil, quand on est dans l'open source, vous arrivez toujours à trouver un développeur quelque part qui peut vous aider, plus ou moins. Hein. C'est plus facile de trouver un développeur PHP qu'un développeur Odoo. Enfin bon, par contre, liberté de choix, il y a un vrai sujet. Et pourquoi il y a un vrai sujet? Alors, j'ai déjà abordé. Un truc, c'est un peu un tabou dans la communauté open source, c'est le syndrome du DSI. On peut dire ce qu'on veut, mais un client, une entreprise, une administration, un citoyen, il doit faire des arbitrages. Alors lui expliquer que LibreOffice c'est aussi bien que Microsoft, et Microsoft c'est pas bien parce que c'est tout vérolé, puis c'est tout, ça marche pas. L'effort qu'il faut faire, l'argent qu'il faut mettre, le temps qu'il faut passer pour aller convaincre juste sur ce combat-là, mais il est hors de proportion d'un DSI qui a des compétitions mondiales, etc., etc. Donc on a un problème qui est quand même assez français si je compare à ce que je connais des autres communautés. C'est qu'on ne donne pas, alors je dis TSI, donc directeur informatique, mais globalement c'est l'ensemble des décideurs, on ne leur donne pas des outils qui leur permettent de se battre.
J'adore OVH, je suis client OVH, mais quand je lis dans la presse qu'il faut choisir OVH et pas AWS, oui, en termes de souveraineté numérique, je n'ai aucun doute. Mais je ne ferai jamais ce choix-là. Je ne peux pas le faire. Il y a un certain nombre de fonctionnalités et de coûts, sauf à ce que mes clients, enfin, c'est pas mes clients, parce que en l'occurrence, je ne suis pas prestataire de service, mais sauf si mes clients acceptent de payer 3 ou 4 fois plus. Pas de problème. Et donc, vous voyez, ça ne peut pas marcher. Donc, à un moment, soit la commande publique dit c'est OVH partout, et là, OVH va changer d'échelle, parce que c'est ça leur problème aujourd'hui, hein, c'est un problème de changement d'échelle. Soit on ne reproche pas à tel ou tel client d'avoir mis, alors peut-être pas ses données de santé chez Microsoft, ça c'est peut-être pas très malin, mais voilà, d'aller chez AWS, parce que pour ceux qui connaissent AWS, c'est une machine de guerre. Sur un certain nombre de problématiques, c'est vraiment une machine de guerre. Donc on a un problème de fond, c'est qu'on a des solutions qui ne sont pas au niveau. Donc j'en reviens à ma problématique de financement. Je pense que une des choses qu'on peut régler tous, et c'est en train de se faire, hein, là je dresse un tableau un peu noir, mais si on prend là où on en était il y a 20 ans, il y a 10 ans et maintenant, on a vraiment fait des grands pas en avant, c'est cette capacité de l'écosystème open source à se financer et à augmenter son niveau de jeu. Ce qui veut dire que, et c'est mon dernier slide, si on veut changer et si on veut que la France reprenne un peu plus de souveraineté, il faut une vision extrêmement et une exécution extrêmement courageuse de l'État français. Sur la commande publique, sur imposer les solutions open source, etc. C'est courageux. C'est pas une vision, tout le monde l'a. Hein. Vous avez des tas de gens, si vous connaissez bien l'administration française, vous avez des tas de gens depuis des années qui disent que l'open source, c'est super. Le problème, c'est qu'à un moment, quand il faut choisir une solution qui est 20% de la solution concurrente propriétaire et qu'elle vous coûte 4 fois plus cher, il faut être courageux, là. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux citoyens que ça coûtera plus d'impôts. Il faudra expliquer qu'on aura besoin de plus de ressources et qu'on aura besoin de plus de temps. C'est pas très grave, on peut le faire. Hein. Je veux dire, les Américains sont très très forts pour ça. Mais il faut le porter. Et moi, je l'ai jamais vu. Allez, je veux dire, ni en France ni en Europe. Même si en Europe, on sent qu'il y a des trucs qui sont en train de changer. Commande publique, on en a parlé. Les acteurs de l'open source, de plus en plus, doivent viser un marché mondial. C'est-à-dire, si vous voulez aller attaquer les solutions technologiques qui nous empêchent d'être souverains numériquement, il faut aller les attaquer au même niveau. Donc il faut aller sur un marché mondial. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a quand même il y a des angles. Si vous prenez dans le machine learning, il y a quand même des frameworks qui viennent de chez nous, qui sont encore maîtrisés par des gens de chez nous. Enfin, il y a des trucs qu'on arrive à maîtriser. Donc il faut se financer en conséquence. Hein. Moi, le truc, je suis toujours très taquin, vous l'avez remarqué, depuis 10 ans, enfin 15 ans, plein de gens disent j'ai fait une suite collaborative, c'est génial, hein, c'est super, t'es en concurrence Microsoft, machin, Microsoft est tétanisé. Ok, c'est quoi ton chiffre d'affaires? 1 million d'euros. D'accord, ton financement, t'en as pas. Ok, je pense que Microsoft n'a pas peur. Le problème, il est là. Hein. Si vous pouvez pas faire mal à ces gens-là, vous ne pouvez pas donner à l'État des armes suffisantes pour résister à ces gens-là, si votre produit n'est pas au niveau et si vous ne le financez pas. Enfin, en tout cas, c'est une conviction extrêmement personnelle. Et pour finir, mais ça, c'est ma petite touche personnelle, il y a des mesures extrêmement simples qui ne coûtent pas cher. Ce qu'on appelle l'entrisme numérique, c'est de faire que, par exemple, quand vous avez un projet informatique dans les écoles d'ingénieurs, ça soit lié à un projet open source, que les gosses, ils apprennent à produire du code, à bosser ensemble, en distribuer avec des gens un peu partout, et puis que vous retrouviez avec des contributeurs Kubernetes qui se trouvent au cœur de tous les hyperscalers dont on vient de parler, etc. Donc il y a une façon très peu coûteuse, en fait, de flécher nos compétences. Bon, déjà pour les développer, parce que ça serait toujours bien de les avoir, même si à la fin on s'en fera piquer la moitié par les Américains, mais au moins pour qu'on maîtrise ces technologies-là et qu'on ait sur notre territoire, ou en tout cas dans notre sphère d'influence, des gens qui savent faire. Voilà, très vite, plein de sujets autour de la souveraineté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à vous. Des questions? Oui, je vais faire court, mais j'ai trouvé votre présentation très intéressante. Mais c'est vrai quand même que ça interroge parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas lutter. C'est un peu comme comme pour lutter contre le changement climatique. C'est trop tard, donc on va se concentrer sur certains sujets. Et je ne partage pas trop votre point de vue. Je me demande, moi, mon interrogation, c'est pourquoi on a abandonné les systèmes d'exploitation, que ce soit maintenant sur les téléphones ou sur les ordinateurs. Et je me dis que finalement, il y avait des marges de manœuvre et que c'est souvent des choix politiques qui n'ont pas été faits. Et souvent aussi, le mal, je dirais, principal, c'est un peu le conformisme. C'est-à-dire que en fait, tout le monde, dans l'informatique et dans le numérique, c'est souvent ça. Moi, je bosse dans le numérique. Et en fait, on est essentiellement suivistes, nous, dans notre métier. Et on a très peu... Heureusement, l'open source est un peu un air frais.
Mais franchement, c'est surtout ça le problème. Et je pense qu'avec des choix politiques forts, il y a moyen de faire quelque chose. Vous parliez, je ne pense pas qu'on va lutter uniquement avec des grands groupes et avec des grands groupes du 440. C'est très bien, hein, la puissance de l'open source, des entreprises françaises dans beaucoup de domaines dans le cloud. Mais je crois que quand on a la main sur 60 millions d'individus qui utilisent leur ordinateur, et donc plus dans le monde, parce que là je parle de la France, bah ça c'est une puissance beaucoup plus grande finalement que le seul fait d'être dans le 440 et de proposer des solutions technologiques qui concernent finalement que certes, beaucoup d'entreprises, des millions d'utilisateurs. Oui, mais pas autant que des citoyens. Je ne partage pas. Le citoyen, il est par nature conservateur. Regardez le déploiement sur Je pense qu'on le pousse d'être conservateur. Surtout. Non, c'est l'humain. L'humain, c'est un biais connu, cognitif. Le biais de conservatisme. Par contre, donc, je pense que l'entreprise et les grosses entreprises, c'est le bon biais. Orange, je ne sais plus, ils sont à 200 000, Capgemini 250 000. Enfin bon, il y a des Indiens dedans. Il y a une capacité d'entraînement et surtout, et j'en reviens au point précédent, c'est pas si c'est le politique, c'est pas le politique qui s'est planté. C'est notre façon de voir le capitalisme. Là, c'est pas politique, ma position n'est pas du tout politique. On a refusé de mettre de l'argent. On a refusé de financer les sociétés. Mais vous, moi, alors c'est un peu politique, on peut parler des fonds de capi, on peut parler de plein de choses. On a refusé de laisser entrer le capitalisme, ce capitalisme-là, qui dit que monsieur Strapi, qui fait un CMS en Node, qui peut concurrencer WordPress, c'est pas critique, hein, c'est pas là où on va gagner là-dessus en télé. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il a levé 20 millions, il arrive à faire un truc. Pendant des années, j'ai la chance ou la malchance d'être un peu vieux, on refusait ça. Et surtout, la communauté open source le refusait, c'est de dire « Ah non, mais la commande publique doit décider qu'on doit mettre LibreOffice partout. » Je suis désolé, ça ne tient pas la route. Je veux dire, on fait la moitié d'une mise en page. Enfin, je parle d'un truc il y a 15 ans. Oui, ça a changé quand même. Hein. Mais on fait la moitié d'une mise en page, on appuie sur l'impression, ça ne marche pas. Allez l'expliquer à l'utilisateur, ça. Alors, il y a plein de façons de contourner. Mais l'argent, et pour moi, et c'est pas, là encore, absolument pas politique, c'est la seule façon de donner une dynamique à des acteurs qui, à un moment, effectivement, les OS, c'est un bon exemple. Je pense qu'on pourrait prendre pied sur les OS. Moi, je connais aucun secteur industriel où il n'y a que deux acteurs qui permettent d'utiliser un objet. Oui, et puis comme ça, la même chose entre une LADA et une OS. Oui, et puis on a quand même Linux. On pourrait jouer. Là, je suis d'accord sur l'orientation publique. Le jour où on décide que Windows n'est plus autorisé nulle part parce qu'il y a peut-être la NSA dedans, ou Apple, hein. Moi, je suis Apple, supprimons Apple aussi. Même si c'est un peu c'est supprimé, mais vraiment ouvrir aux autres. Déjà. Ouais, mais je pense que si on veut faire bouger, à un moment, il faut dire s'il y a une forme de préférence. Alors, une dernière question, et après on est... Oui, la discussion est tout à fait dans l'axe de ce que je voulais faire comme intervention. D'ailleurs, la dernière remarque que vous avez faite sur la page actuelle, là, sur le fait que faire de l'entrisme, ça a passé aussi par des aspects éducation. Moi, c'est un point qui me semble, c'est un levier que vous n'avez pas mentionné dans la page des leviers. L'éducation, ça me semble être un point important pour plusieurs raisons. Déjà parce que si les enfants, au lieu d'avoir Office 365 gratuit, acquis je ne sais plus en quelle année, avaient eu LibreOffice devant les yeux au collège, au lycée, ils seraient au moins que ça existe et ils ne seraient pas focalisés sur faire leur CV en Word. Moi, autour de l'éducation, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'était que les politiques qui apparemment ne sont pas formés ou ne sont pas bien informés parlent toujours de faire du code aux enfants. Or, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de Kubernetes, développer, c'est pas faire du code, c'est faire aussi tout ce qui est autour, toutes les infrastructures, c'est comprendre tous les concepts. Et ça, apparemment, en France, pour l'instant, on ne fait pas encore cette éducation-là, qui amènerait à ce que vous avez marqué sur la fin de la précédente page, qui est que les décideurs politiques, les décideurs d'entreprise et les citoyens, en tant que décideurs de base, feront des arbitrages en connaissance de cause, parce qu'ils auront les concepts. Ils ne seront pas seulement focalisés sur je sais faire 3 lignes en Python, mais je comprends ce que je fais quand je vais sur une plateforme de e-commerce, je comprends les implications, je comprends donc les décisions politiques que prennent mes gouvernants pour choisir telle ou telle solution plutôt qu'une autre. Et je pense que l'éducation, c'est vraiment un axe très important, parce que sinon, même les interlocuteurs au sein d'une entreprise ne se comprennent pas. Les maîtrises d'ouvrage croient un peu comme M. Olivier Véran, qu'il suffit de commander un cloud et ça y est, le lendemain, il marche. Le niveau d'information et de formation des personnes qui sont aux commandes, si c'est pas assez, s'ils n'ont pas une culture, ils peuvent pas comprendre les conséquences. L'éducation, effectivement, j'en parle pas assez et je suis intéressable. Je suis pas tout à fait d'accord avec le milieu. Si je regarde tous les pays du monde, tous les citoyens sont mauvais. C'est pas français.
pas un problème d'éducation, Mhm. ils sont tous mauvais. Ils prennent Word, parce qu'on met Word. LibreOffice, il y a 15 ans, c'était dans les écoles. Il n'y a pas eu toujours Microsoft. Oui. Moi, j'ai des potes enseignants, ça a résisté. À un moment, ils ne pouvaient plus. Alors, il y avait les ordinateurs, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'effectivement, sur l'éducation, il y a le côté alignement des planètes, c'est-à-dire former les gamins. Quand ça grandit, peut-être, c'est mon coup de l'entrisme, c'est les intégrer, en tout cas pour les ingénieurs, etc., un peu plus. Et là, par contre, vous avez complètement raison, il faut les avoir un peu fréquentés. Alors, je suis ingénieur, donc forcément, je vais taper sur les énergies que les autres. Hein. Mais jusqu'à N-2, N-3, vous avez un très très bon niveau. Discuter avec un parlementaire, on adore taper sur les parlementaires en France, hein, Mollet, Europe, machin. Vous en prenez un droit dans les yeux, vous parlez numérique. Souvent, ils sont très bons. En moyenne, hein, ceux qui sont un peu gentils. Ils sont même assez stratosphériques. En revanche, quand vous arrivez, alors Macron, je ne sais pas, parce que moi je m'en suis occupé plutôt avant. Mais alors quand vous arrivez à N, N-1, N-2, alors là, il n'y a plus personne. Hein. Au mieux, on parle de planification. Et si on parle d'OS, on va en faire un OS, on va prendre des mecs à l'INRIA, et puis on va mettre 1 milliard. On va mettre 1 milliard. Si on met 1 milliard, on compte, c'est quoi de ça, 1 milliard? Enfin, quand on est dans le truc, c'est ni l'INRIA ni 1 milliard qui font qu'on fait un OS. Donc il y a une pédagogie au niveau des dirigeants politiques et une partie des dirigeants des 530 du CAC 40, c'était une catastrophe. Ça change quand même. On a quand même des patrons maintenant du CAC 40 qui font quand même assez bien compris. Ce qui n'était pas le cas il y a un peu. Très bien. Juste une dernière sur ce point-ci. Et je sais pas, est-ce que Giulia... Non? Il n'y a pas la personne Giulia Guadagnoli? Il est peut-être juste derrière la porte en train d'attendre. Ouais. Juste le fait de former aussi tout le monde, tous les futurs adultes au concept, ça ferait qu'on aura un réservoir d'ingénieurs, de personnes compétentes, et qu'on pourra les mettre dans nos entreprises pour porter toutes ces nouvelles dimensions. Et il y a un message aussi qu'il faut faire passer aux grands décideurs d'aujourd'hui, c'est que on ne fait pas diminuer l'effectif sous prétexte qu'on fait du cloud ou des technologies de HPC, etc. Il faut continuer à avoir des êtres humains qui comprennent la complexité du système, qui continuent à pouvoir le piloter et à en tirer le meilleur. Et c'est là qu'on aura du soft power et qu'on pourra exporter des cerveaux parce qu'on en aura plein. Et il faut déjà les embaucher en interne, en France, pour qu'ils aient du travail. Oui, mais parce qu'il faut qu'on les embauche. Mais pour embaucher les gens, il faut mettre de l'argent dans l'embauche. Oui, Merci. Merci en tout cas. Merci à vous. Très intéressant.